Motion de rejet, car c'est votre dernier projet de loi de finances avant votre chute et il vous résume bien. Dans cette loi, vous annulez encore des crédits sur les programmes sociaux et écologiques, mais vous débloquez 7 milliards d'euros supplémentaires sur la mission des niches fiscales. Vous êtes partout pour dire qu'il faut maîtriser les dépenses publiques, qu'en vue supprimer 4000 postes d'enseignants, mais quand il faut contrôler les cadeaux fiscaux faits aux plus riches, vous êtes aux abonnés absents. À peine avez-vous pris conscience de la chute de votre gouvernement que vous prophétisez déjà le chaos. Vous l'avez tellement répété qu'on en vient à penser que vous le souhaitez, ce désordre, pour vous accrocher encore un peu aux dernières parcelles de pouvoir qui vous restent. En vérité, vous vous agitez car vous n'avez plus la capacité de proposer un projet aux Français. Vous ne savez plus que nuire. Mais contrairement à vous qui allez gentiment descendre à la prochaine station, les textes budgétaires vont continuer leur chemin à l'Assemblée jusqu'au terminus et nous aurons l'occasion de prouver encore une fois que nous sommes prêts à gouverner en faisant passer nos propositions raisonnables de justice. En 7 ans de quinquennat Macron, on progresse. On commence à comprendre que quand on explique aux gens qu'il faut que les Français fassent des efforts, il faut que tous les Français fassent des efforts. C'est une avancée, hein ? Mais pourquoi, s'agissant des plus riches, on parle toujours de dosage minutieux? Et d'ailleurs, pourquoi, s'agissant des plus hauts patrimoines et des plus hautes fortunes, on est toujours en train de faire le dosage minimal? Vous n'avez pas eu un dosage minimal quand vous avez décidé, par exemple, pour les parents d'élèves, de supprimer d'un trait de plume 4000 postes d'enseignants. Là, vous n'avez plus ce dosage. Et le débat a commencé ce soir avec des arguments curieux de la Macronie jusqu'aux alliés du Rassemblement national, puisqu'ils commencent sur des bases qui sont fausses. Ah oui, vous pouvez rouspéter, mais je vais vous répondre. Vous commencez en disant, mais attendez, les 1% les plus riches sont déjà ceux qui payent le plus, qui sont le plus assujettis à l'impôt. Mais en faisant ça, vous résumez l'imposition et le système fiscal français à un impôt qui est l'impôt sur le revenu. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et l'impôt le plus important, c'est la TVA, c'est 200 milliards d'euros, tandis que l'impôt sur les revenus, c'est 90 milliards d'euros et quelques. Donc ce que vous dites et la manière dont vous amorcez ce débat, elle est mathématiquement fausse. Les Français les plus pauvres, les Français des classes populaires et des classes moyennes sont ceux qui supportent le plus la fiscalité de l'État, tandis que les Français les plus riches sont les plus épargnés. Et je conclurai en vous donnant un chiffre, peut-être qui vous fera réfléchir. C'était en 2019. Le taux de prélèvement obligatoire en 2019 des 5% les Français les plus riches, c'est 51%. Tandis que le taux de prélèvement obligatoire sur les 5% des Français les plus pauvres, c'est 58%. Donc il est temps de rééquilibrer la balance en demandant à tous les Français de contribuer et en demandant aux Français les plus riches de faire réellement des efforts, ce que vous n'avez pas fait jusqu'ici. En fin de compte, votre politique publique, votre politique économique, ça consiste à taxer. Cet amendement, comme les autres, me permet quand même de répondre à l'intervention du collègue Labaronne. Vous nous dites que votre programme, c'est les taxes. Mais enfin, collègue, on est dans la partie recettes du budget, là. Si vous ne parlez pas des taxes et des impôts collectés par l'État, vous parlez de quoi dans la partie recettes du budget? Vous, ce dont vous parlez, et vous ne réagissez sur le programme concernant les taxes que quand il s'agit des taxes qui ciblent les multinationales ou tout au long du projet de loi de finances, les plus grands patrimoines ou les plus grandes fortunes. Je ne vous ai pas entendu une seule seconde vous insurger s'agissant des taxes qui concernent l'essentiel des classes populaires et moyennes de ce pays, c'est-à-dire par exemple la TVA, qui est la première taxe du pays. Là, vous n'avez plus rien à dire. Quand on parle justement des recettes fantastiques de la TVA, c'est-à-dire plus de 200 milliards d'euros, là, vous n'êtes plus du tout pour les réduire. Est-ce que vous êtes pour mettre des taux de TVA à 0% sur les produits de première nécessité? Non, vous n'êtes pas pour... Là, vous êtes pour garder les taxes telles qu'elles sont. Est-ce que vous êtes pour mettre des produits à 0% sur l'énergie, sur les premiers mètres cubes d'eau? Non, ça, vous n'êtes pas pour cela. Donc arrêtez de nous parler de notre folie soi-disant sur les taxes, alors que vous êtes en train de vous satisfaire d'une situation où les plus grosses rentrées d'argent pour l'État et les plus grosses recettes d'argent pour l'État, elles frappent les classes moyennes et les classes populaires, et ça, surtout pas, vous ne voulez surtout pas y toucher. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bien, la soirée commence avec de surprises, parce qu'on parle à peine d'une contribution temporaire exceptionnelle sur les entreprises, que déjà de grands chevaliers se ruent pour les sauver. Nous sommes très soulagés de retrouver notre collègue Ciotti, qu'on pensait enfermé dans le siège des Républicains ce soir. On ne l'avait pas vu depuis un certain temps, il faut dire. Je veux juste que le débat commence quand même sur des bases saines. Parce que vous nous parlez de l'impôt sur les sociétés qui aurait considérablement augmenté parce qu'on l'a diminué. Je veux quand même rappeler quelques éléments. D'abord, il y a la fin du Covid.
qui fait qu'il y a un retour à la normale depuis quelques années. Ça, ce n'est pas une politique de baisse de l'impôt sur les sociétés qui a favorisé ces rentrées fiscales. Ensuite, surtout, j'aimerais remettre dans le débat le fait que depuis 2018, le crédit d'impôt compétitivité emploi n'est plus un crédit d'impôt et donc est devenu, parce qu'on a transféré cette charge sur le budget de la sécurité sociale, n'est plus une charge sur le budget de l'État. Donc là aussi, ça explique pourquoi, en partie, les recettes ont été plus fortes sur le budget de l'État. Et surtout, il y a quand même eu un phénomène qui s'appelle l'inflation. Tous les coûts ont augmenté. Les résultats nets des entreprises ont augmenté. Et qu'est-ce que cette hausse du résultat net a entraîné? Une hausse des bénéfices, une hausse des marges. Ce qui prouve d'ailleurs au passage que lorsqu'on a eu des meilleurs résultats pour les entreprises, ce n'était pas une inflation des coûts de production, mais bien une augmentation des bénéfices qui a profité notamment aux plus grands groupes, mais certainement pas aux Français. Bon, Monsieur Bruno Le Maire, quand j'entends votre introduction et aussi une partie de vos réponses aux questions qui vous ont faites, je comprends que vous êtes plus ministre des Finances, mais je constate quand même que vous avez gardé le ministère de la Parole. Hein. Mais c'est bien parce que vu que vous dites des choses, et je crois que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va pouvoir aussi y confronter par rapport à des faits. Vous avez dit par exemple une phrase intéressante que je note, hein, c'est que toute incertitude génère des attitudes négatives sur les entreprises et sur les ménages. Je crois que la question qui nous intéresse, c'est de savoir si vous n'êtes pas vous-même le générateur de ces incertitudes économiques. Moi, j'ai une question assez simple à vous poser. Le 16 février 2024, est-ce que vous me confirmez que vous avez bien reçu une note de la Direction générale du Trésor qui a pour objet le déficit public pour les années 2023 à 2027, qui vous annonce que le déficit sera de 5,7% en 2024? Et toutes ces notes sont connues, Monsieur Guiraud, là vous découvrez la Lune. J'ai déjà fait le recensement à l'ensemble du Sénat au cours des 2 auditions que j'ai eues pendant près de 6 heures sur toutes les notes qui ont été adressées par le Trésor, par la DGFiP. Alors si vous voulez que je le fasse, on va y passer un petit peu de temps, mais on peut parfaitement faire la chronologie de ces différentes notes. Vous les lirez avec attention, vous verrez qu'à chaque fois, la recommandation des services est de rester prudent, car ce n'est qu'en mars qu'on a la certitude avec l'INSEE des chiffres et que pour l'instant, ce ne sont que des évaluations. Donc je reprends les notes, puisque vous voulez avoir l'ensemble des éléments. Donc je rappelle qu'en 2023, nous nous sommes fixés un objectif de croissance à 1,4%, que l'avis du Haut Conseil des finances publiques en septembre 2023 juge plausible cette croissance et les évaluations de recettes qui vont avec. Le 4, le 6 et le 16 octobre 2023, une note de la Direction générale des finances publiques établit que les recettes vont être supérieures de 200 millions d'euros. Nous sommes en octobre. Les services du ministère des Finances établissent que les recettes, quand on fait le solde IS, TVA, IR, sont supérieures de 200 millions d'euros. Tout ça pour bien montrer à quel point les choses se sont dégradées très rapidement. Le 27 octobre 2023, le Haut Conseil des finances publiques juge plausible nos prévisions de recettes. On est toute fin octobre. Nos prévisions de recettes sont plausibles. Quand je dis que c'est un accident et un parpaing qui est tombé sur le pare-brise de la voiture, je ne pense pas exagérer dans ma comparaison. Le 7 décembre, nous avons une première alerte. C'est la fameuse note du 7 décembre qui a fait l'objet d'heures de délibération au Sénat. Cette note, c'est une alerte du Trésor qui dit qu'il pourrait y avoir moins de recettes de TVA et une augmentation des dépenses des collectivités locales. Elle ne fait même pas mention de l'IS, qui a pourtant été l'une des causes principales de la chute des recettes. Et elle dit explicitement qu'il ne faut pas communiquer sur ce sujet car il y a trop d'incertitudes sur cette prévision. Le 12 décembre, je réagis immédiatement. J'ai une alerte, je réagis immédiatement. Et nous convoquons, avec le ministre des Comptes publics, le directeur général du Trésor, le directeur général des Finances publiques, la directrice du budget, pour regarder ensemble quelles sont les mesures à prendre. Donc nous anticipons, nous réagissons, nous décidons. 6 milliards d'euros de crédits qui sont annulés pour faire face à une éventuelle confirmation de la dégradation des recettes. Le 13 décembre, j'ai informé la Première ministre par note. Merci Monsieur le Président. Bien, la soirée commence avec de surprises parce qu'on parle à peine d'une contribution temporaire exceptionnelle sur les entreprises, que déjà de grands chevaliers se ruent pour les sauver. Nous sommes très soulagés de retrouver notre collègue Ciotti qu'on pensait enfermé dans le siège des Républicains ce soir. On ne l'avait pas vu depuis un certain temps, il faut dire.
je veux juste que le débat commence quand même sur des bases saines. Parce que vous nous parlez de l'impôt sur les sociétés qui aurait considérablement augmenté parce qu'on l'a diminué. Je veux quand même rappeler quelques éléments. D'abord, il y a la fin du Covid qui fait qu'il y a un retour à la normale depuis quelques années. Ça, ce n'est pas une politique de baisse de l'impôt sur les sociétés qui a favorisé ces rentrées fiscales. Ensuite, surtout, j'aimerais remettre dans le débat le fait que depuis 2018, le crédit d'impôt compétitivité emploi n'est plus un crédit d'impôt et donc est devenu, parce qu'on a transféré cette charge sur le budget de la sécurité sociale, n'est plus une charge sur le budget de l'État. Donc là aussi, ça explique pourquoi, en partie, les recettes ont été plus fortes sur le budget de l'État. Et surtout, il y a quand même eu un phénomène qui s'appelle l'inflation. Tous les coûts ont augmenté. Les résultats nets des entreprises ont augmenté. Et qu'est-ce que cette hausse du résultat net a entraîné? Une hausse des bénéfices, une hausse des marges. Ce qui prouve d'ailleurs au passage que lorsqu'on a eu des meilleurs résultats pour les entreprises, ce n'était pas une inflation des coûts de production, mais bien une augmentation des bénéfices qui a profité notamment aux plus grands groupes, mais certainement pas aux Français.